Bonjour Claudia Rainville, vous êtes l'auteur d'un livre qui est maintenant très très connu et dont le titre est Métamédecine, la guérison est à votre portée. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs autres livres dont je cite Je me crée une vie formidable, Guérir les blessures de son passé et puis un tout dernier bébé qui est par ailleurs plutôt volumineux, la grande encyclopédie de la métamédecine. Je vous demanderai d'abord de juste en quelques mots expliquer l'approche de la métamédecine et comment cette approche opère pour le bien-être des personnes qui ont la chance de pouvoir appliquer cette méthode. Et ceci, je vous le demande parce qu'il y a quand même une bonne partie de gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont probablement complètement nouveaux, qui n'ont jamais entendu parler de ça. Donc, c'est pour eux que je pose cette question. Alors, Daniela, le mot méta en grec veut dire au-delà. Alors, bien entendu, dans la métamédecine, c'est ce qu'on va faire, on va chercher au-delà de ce qui est conscient. Parce que la racine de nos mots est souvent complètement inconsciente. Et le deuxième mot qui va beaucoup avec la métamédecine, c'est le mot compassion. Et je crois qu'il ne peut pas y avoir de métamédecine sans qu'il y ait cet amour, cette compassion. Maintenant, comment opère la métamédecine? Eh bien, j'aimerais vous partager une phrase d'un ami médecin qu'il m'a donnée. Et pour lui, il disait, la métamédecine conduit les participants à la découverte d'eux-mêmes, à la racine de leur souffrance pour leur offrir des moyens de participer à leur guérison. Merci, c'est une très belle définition. Et comment est-ce qu'elle opère, la métamédecine? Eh bien, c'est justement, euh, dans un premier temps, la plupart des gens qui vont venir vers la métamédecine, ces personnes viennent parce qu'elles souffrent. Parfois, elles sont suivies en médecine allopathique et elles n'arrivent pas à trouver la solution à leurs problèmes. Donc, elles viennent en métamédecine pour comprendre la cause de leur souffrance. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les aider à retrouver dans leur vécu le sentiment, les émotions qui ont donné naissance à cette souffrance et on va les aider à les transformer, à transformer ces sentiments, à libérer les émotions pour qu'ils puissent enfin se libérer de leur souffrance. Mais la métamédecine ne vise pas juste l'effacement de la douleur. La métamédecine vise à éveiller la personne pour lui redonner son propre pouvoir, le pouvoir de s'interroger elle-même sur ce qu'elle vit, sur ce qu'elle ressent, sur ce qui s'est passé dans sa vie, pour qu'elle en arrive aussi à comprendre qu'est-ce qu'elle doit apprendre dans cette situation. Donc c'est une approche qui a l'air d'être évidemment très très complète. Et j'imagine aussi que ce n'est pas quelque chose qui naît dans une seule nuit. Il y a derrière ça beaucoup d'études de votre part, beaucoup de recherches et surtout beaucoup de rencontres avec des gens, j'imagine, formidables et qui, quelque part, font partie de la genèse de la métamédecine. Est-ce que vous voulez nous parler de ce parcours? Oui, effectivement. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu une grande influence dans ma vie, mais deux en particulier, deux personnes. La première, je l'ai considérée comme ma mère spirituelle. Euh, Cette personne, beaucoup de personnes la connaissent. Elle s'appelle Lise Bourbeau. Elle a créé l'école de vie Écoute ton corps, qui est connue maintenant mondialement. Euh, cette personne, Lise Bourbeau, elle m'a aidé à faire les premiers pas dans cet éveil de conscience. Elle m'a appris à me poser des questions et surtout, elle m'a vraiment inspiré le dépassement de moi-même. Alors ça, elle a eu une très, très grande influence dans ma vie et elle l'a toujours. Elle a toute mon estime, elle a toute mon affection. Pour moi, c'est une grande dame. Et la deuxième personne qui a eu une très grande influence dans ma vie, je pourrais le considérer comme mon père spirituel, mais souvent je le définis comme mon maître. Il a eu une influence considérable dans mon travail et c'est sa sainteté, le Dalai Lama.
J'ai connu Lise Bourbeau en 1983, mais c'est en 1988 que je vais rencontrer Sa Sainteté le Dalai Lama à Manali en Inde. Et, et vraiment, ça a été pour moi euh, une influence considérable. Pour moi, le mot qui le décrit, océan de sagesse, n'est pas trop fort. Pour moi, c'est un océan de sagesse, cette être. Et vraiment, il a eu toute une influence dans ma vie. Et c'est sans doute pourquoi ça a influencé la métamédecine. Et souvent, je dis qu'il y a un parallèle entre le bouddhisme et la métamédecine. Pourtant, je me définis pas nécessairement comme bouddhiste, parce que pour moi, il y a aussi bien sûr toute l'influence des enseignements de Jésus, mais qui rejoignent le bouddhisme. Alors pour moi, c'est les deux, et c'est pour ça que c'est difficile pour moi de m'identifier totalement au bouddhisme, bien que j'adhère à la philosophie bouddhique entièrement. Mais dans ce sens où ça se ressemble, c'est que le Bouddha a enseigné les 4 nobles vérités. Et la première de ces 4 nobles vérités dit: la vie comporte des occasions de souffrir. Souvent, ça a été repris comme la vie est souffrance. Mais selon moi, si la vie était souffrance, il n'aurait pas énoncé la seconde noble vérité. Parce que la seconde noble vérité dit: il y a des causes à la souffrance. Et la troisième noble vérité, énoncée par le Bouddha, c'est que si nous comprenons les causes de nos souffrances, nous pouvons arriver à la cessation de la souffrance. Eh bien, déjà, ces 3 nobles vérités, c'est ce qu'on fait dans la métamédecine. C'est-à-dire, on accueille des personnes dans leur souffrance et on les aide à prendre conscience de la cause de leur souffrance et à les transformer pour aller vers un plus grand bonheur chaque fois. Et la 4e noble vérité du Bouddha, qui est la noble voie. Eh bien, vous savez, quand on a commencé à éveiller sa conscience, on ne peut pas faire autrement qu'aller vers cette noble voie, parce qu'on sait très bien que si on fait du mal, ce mal nous reviendra. Donc, on n'a plus besoin d'obéir à des commandements dits de Dieu ou de l'Église. Non, c'est qu'on suit cette noble voie qui est une logique, qui est un sens profond. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes vont dire: la métamédecine fait partie de ma vie. C'est une philosophie que je vis au quotidien. Ce n'est pas seulement un séminaire que je fais, c'est quelque chose qui influence ma vie avec tout mon entourage, avec mes enfants, avec ma famille. Et donc, je dirais que la métamédecine a été fortement influencée par le bouddhisme, et c'est pour ça que, pour moi, mon maître spirituel, c'est bien sûr Sa Sainteté le Dalai Lama. Il m'a toujours accompagné, même s'il n'a pas été présent physiquement, mais dans mon cœur, il est toujours présent dans tout ce que je fais. Et c'est peut-être l'une des plus grandes influences de ma vie. Et d'ailleurs, ce n'est qu'une coïncidence linguistique, et comme vous le savez, il n'y a aucune racine culturelle. Mais c'est vrai que si on voulait lire le mot métamédecine en partant du pali, sans aucune justification linguistique, je le répète, mais méta en pali, c'est l'amour. Donc toutes les pratiques bouddhistes de l'amour, de la bienveillance, etc., sont sous le nom de méta. Donc voilà encore comme un petit clin d'œil, voilà, de la langue. Je voudrais préciser quelque chose, si vous me le permettez, Daniela. Quand je dis que la métamédecine a été influencée d'une certaine façon par le bouddhisme, mais aussi par les enseignements de Jésus, bien entendu, mais je ne dirais pas qu'il n'y a que la métamédecine qui le fait. Il y a bien d'autres approches, que ce soit l'approche écoute ton corps, elle aussi va dans ce sens, que ce soit l'approche avec Anne Givaudan, avec Daniel Muroy-Givaudan, eux aussi vont dans ce sens, et bien d'autres que je ne nommerai pas maintenant, mais je considère que
dans la métamédecine, nous participons à cet éveil de conscience, comme le font les bouddhistes, mais comme le font tant d'autres instructeurs spirituels. Ça, pour moi, c'est important de le dire. Donc d'ailleurs, l'influence de cette méthode est en train de s'établir très fortement et d'ailleurs tout spécialement en Italie, où vous venez presque de joindre le numéro fatal de 100 000 exemplaires de métamédecine. Oui, c'est fatal parce que après, c'est le succès est comment dire est à la lumière du jour. Voilà, on peut plus dire est-ce qu'il aura un succès cette méthode, est-ce que cette méthode aura ou pas de succès. Après les 100 000 exemplaires, normalement, c'est fait, c'est fatal. Hein, le succès est là. On ne peut plus le nier, disons. Donc, je disais que ceci a en ce moment un immense rôle, spécialement en Italie. Et vous qui veniez, je dis veniez puisque vous n'y êtes plus, du Canada, d'abord, qu'est-ce qui vous a amené en Europe et tout spécialement en Italie? Parce qu'il faut bien dire que maintenant vous y vivez au moins 6 mois par an, si je ne me trompe pas. C'est juste que je vis 6 mois par année en Italie. Et bien sûr, je suis venue en Europe après mon retour de l'Inde en 1991. J'étais allée en Inde en 1988 où j'ai rencontré Sa Sainteté le Dalai Lama pour la première fois, où j'ai suivi ses enseignements. Et en 1991, juste avant de quitter l'Inde, j'avais présenté à Sa Sainteté le Dalai Lama la kata de longue vie et il me l'avait remise et puis je suis partie après ce moment très particulier. Et c'est là que j'ai débuté en Europe à faire les premières conférences, les premiers séminaires. Mais c'est en 1993 que je suis venue pour la première fois en Italie en tant que conférencière. J'avais une amie italienne qui vit à Rome, qui s'appelle Rosetta Terrato, une merveilleuse amie, qui était venue me rencontrer à Paris et qui après était venue au Québec en 1992. Et elle m'avait dit, j'aimerais tant que les Italiens te connaissent. Alors j'avais donné des premières conférences à Rome, mais comme je n'avais pas de livre traduit en italien, c'était très difficile de laisser quelque chose aux Italiens. Et puis, je trouvais pas facile de travailler en traduction à cette époque, surtout en libération de la mémoire émotionnelle. Alors, je me suis dit, bon, je vais attendre d'avoir au moins un livre de traduit pour que ce soit un support. Alors, je suis donc restée une longue période et là, j'ai travaillé surtout en France, en Belgique, en Suisse et j'ai développé la métamédecine. Mais je crois qu'il était écrit quelque part que je viendrais en Italie et que c'est en Italie que la métamédecine prendrait vraiment son essor. Et ce qui me fait dire ça, c'est que c'est assez amusant. Regardez, si je regarde les prénoms que je porte le prénom de Laura, qui est un nom très italien, qui est très connu en Italie. Mon deuxième prénom est Florence et mon troisième prénom Claudia, qui est un prénom aussi très italien. Il y a beaucoup de choses qui me ramènent à l'Italie. Il y a aussi que lorsque j'avais 14 ans, j'écoutais la chanson Il Mondo de Johnny Fontana. Et chaque fois que j'écoutais cette chanson, c'est comme s'il me poussait des ailes. Et c'est comme si je devenais comme un oiseau, comme un goéland, et que je m'envolais. Je peux pas expliquer cette sensation, mais c'était très, très fort comme sensation. Chaque fois que j'entendais cette chanson. Pourtant, à cette époque, j'habitais un petit village du Québec où je crois que j'avais même pas une idée de où était l'Italie, de ce qu'était l'Italie. Et je comprenais aucun mot de la chanson. Les seuls mots que je comprenais, c'était Il Mondo, que je traduisais par le monde. Mais pas davantage. Et puis, quand j'ai eu 19 ans, et là, je me rappelle plus du nom de la chanteuse. C'était une femme qui chantait Aldila. Et quand j'entendais la chanson Aldila, ça me transportait
transportait à nouveau chaque fois cette chanson. Mais justement, Mais, Aldila, c'est méta, mais, au-delà. C'était déjà écrit dans les étoiles. et c'est ce que je crois. Je crois qu'il était écrit que je viendrais en Italie. Consciemment, moi, je ne le savais pas, mais je crois que mon âme le savait. Et c'est vrai que je me sens chez moi ici. Il y a un contact avec les Italiens qui est très, très fort. Vraiment, il se passe quelque chose. Il y a une communion au niveau du cœur et c'est vraiment extraordinaire. Et ça n'enlève pas mon amour pour les Français, mon amour pour les Belges, mon amour pour les Suisses, pour les Canadiens. Bien sûr, j'ai tout autant cet amour. J'ai des consultants en métamédecine au Québec, en France, en Suisse, en Belgique, et je les aime énormément. Mais l'Italie, c'est comme c'était écrit que c'est là que la métamédecine allait vraiment prendre son essor. J'ai encore une question pour vous. En fait, j'en ai encore deux. La première concerne la question des rapports qui existent entre la médecine allopathique et la métamédecine. Qu'est-ce que vous nous racontez à ce propos? Eh bien, en 1987, lorsque j'ai donné le nom métamédecine à mon approche, eh bien, tout mon entourage me disait, mais tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir la médecine contre toi, te rends-tu compte, tu utilises dans ton mot le mot médecine. Euh, et puis, à ce moment-là, j'ai fait confiance. Parce que moi, dans ma tête et dans mon cœur, je n'étais pas en compétition avec la médecine. Je ne, je ne faisais rien qui allait à l'encontre de, je ne faisais pas de médecine. Dans ce sens, je ne posais pas de diagnostic, je ne prescrivais pas de médicaments et j'encourageais les gens à aller voir leur médecin. Ce que je les encourageais, c'était simplement à se poser des questions par rapport à ce qu'ils ou qu'elles vivaient. Et je dirais que la métamédecine, c'est la petite sœur de la médecine, dans ce sens que la métamédecine est une approche plutôt féminine qui va s'occuper particulièrement des états d'âme de la personne, ça peut être le côté affectif, le côté sentimental, le côté émotionnel. Alors c'est plutôt dans ces aspects-là qu'on travaille. Ce qui n'enlève absolument rien au médecin. Au contraire, ça devient un plus parce que souvent par la suite, depuis 1987, j'ai eu plusieurs médecins qui conseillaient mes livres à leurs patients ou qui les référaient pour faire des séminaires avec la métamédecine parce qu'ils voyaient très bien cette complémentarité. Eux n'avaient pas le temps et n'avaient pas été formés pour travailler dans l'émotionnel. Et d'ailleurs, de toute façon, il y a quand même de plus en plus de médecins qui fréquentent vos formations, par contre, ce qui est Tout aussi à un très bon fait. signe. Et c'est vrai. Et c'est particulièrement vrai en Italie. Dans mon équipe en Italie, où nous sommes maintenant près d'une cinquantaine, j'ai plusieurs médecins qui font de la métamédecine. Ils ne mettent pas leur médecine de côté, mais eux, même si la consultation n'est pas tellement rémunérée, c'est pas grave. Ils veulent prendre un peu plus de temps avec leurs patients pour au moins leur poser une question, pour les amener à réfléchir à ce qui se passe en eux. Alors oui, il y a cette belle ouverture. Vous savez, pour arriver à cette ouverture, je crois qu'il est important d'accepter que qui que l'on soit, qu'on ne connaît pas tout. La métamédecine ne peut pas faire tout. Eh bien, quand on reconnaît nos forces, nos limites, on est bien plus prêt à coopérer avec les autres. Mais si on croit qu'on peut tout pour tout le monde, eh bien, c'est là qu'arrive plutôt la division, la compétition. Alors, en métamédecine, on, on travaille beaucoup dans ce développement de la coopération, c'est-à-dire travailler ensemble pour l'ensemble. Mais c'est une très belle chose et je pense que dans ceci peut bien s'encadrer ma dernière question. Quelle évolution vous voyez pour la métamédecine? Ah oui, c'est une très bonne question. Vous savez, Daniela,
En 1987, j'avais reçu ce message que je devais créer ce mouvement ensemble pour l'ensemble. Mais à cette époque, si j'avais eu des fois on reçoit des messages, mais on reçoit pas nécessairement comment s'y prendre. J'avais eu que Pas le message. d'instruction avec, hein, c'est ça le Oui, problème. pas d'instruction. Je- ça ressemble un petit peu, vous savez, à Mission Impossible, où, vous savez, dans cette émission, on recevait juste un petit bout du message. Il fallait faire ce petit bout et on avait une autre information. Eh bien, pour moi, Ensemble pour l'ensemble, ça a été exactement comme ça. J'avais reçu ce message que je devais développer ça, mais vraiment, on m'avait rien dit comment le faire. Et bien sûr, toutes ces tentatives ont rencontré euh, tellement, est-ce qu'on peut dire échec ou plutôt, je devais apprendre. Et chaque fois que j'essayais de créer l'unité dans mes groupes, eh bien, ça finissait souvent par les uns contre les autres, et plutôt que ensemble pour l'ensemble. Et puis, je l'ai rencontré autant en France, autant en Belgique, autant en Suisse. Et puis, il y a à peu près 2 ans, tout ce que je faisais, des rencontres avec mes équipes, je, je, je les amenais dans cette direction. Et pourtant, qu'est-ce que j'observais souvent? C'était de la compétition, d'abord des luttes de territoire pour donner les séminaires et tout. Et il y a donc près de 2 ans, j'ai vécu ce qu'on appelait un genre de schisme dans tout ce mouvement que je poursuivais depuis 1987. Et j'ai été vraiment à un cheveu de dire basta. Ça, c'est un mot italien qui veut dire ça suffit. J'arrête et je me consacre qu'à l'écriture. Mais j'ai eu en Italie un groupe et ils se sont définis eux-mêmes comme le groupe Salvatore, le groupe sauveur. J'ai vraiment eu besoin d'eux pour qu'ils m'encouragent, pour qu'ils me montrent que c'était encore possible de travailler ensemble, mais dans l'harmonie, où on se fait où notre éthique, c'est de ne pas dire de mal les uns contre les autres, mais d'accepter que nous sommes tous humains. Et que si une personne, oui, des fois, une personne peut aller dans son ego, c'est vrai, mais ne pas la rejeter, lui tendre la main, l'aider aussi à coopérer, parce que, vous savez, on n'a pas appris à coopérer ensemble. La plupart d'entre nous, quand on était enfant, on a grandi dans la compétition. Hein? C'était le premier de classe qui était valorisé et les autres, eh bien, ils étaient nuls, ils valaient rien, ils étaient quittes pour avoir un sentiment de dévalorisation. Jamais on nous a appris quand on était enfant, vous les plus forts, il vous a été donné cette force pour que vous aidiez les plus faibles. Vous êtes fort en mathématiques, vous, eh bien maintenant vous allez aider ceux dans la classe qui ont plus de difficultés. Créez cette entraide. Mais c'est pas ça qu'on nous a appris. On nous a appris la compétition. Les Jeux olympiques mettent l'emphase sur la compétition. Tout a été mis sur la compétition. Donc, quand on a commencé aussi dans la croissance personnelle, on était aussi dans la compétition. Chaque centre essayait de dire je suis meilleur que l'autre. Et ce que j'ai voulu développer, c'est vraiment ça, c'est dire nous avons tous des forces, nous avons tous du potentiel, nous avons tous des limites. Mais si on peut mettre nos forces, notre potentiel ensemble, eh bien, et nous aider dans nos difficultés, nous aider dans nos faiblesses, eh bien, en participant à aider l'ensemble, nous serons tous plus forts individuellement. Et je commence à voir, après 22 ans, je commence à le voir enfin, ce que je portais en moi. Et l'évolution de la métamédecine, je crois que cette équipe, cette force en Italie, va après retourner en France, en Belgique, en Suisse, au Canada et dans les autres pays.
et je souhaite que ça contamine toute la terre pour que ça puisse être maintenant qu'on comprenne que nous, les êtres humains, eh bien, on peut pas être seuls. Et je dis, vous savez que l'enseignement, c'est collectif. Et la thérapie est collective. Et je dirais la guérison est collective. Parce que l'enseignement, eh bien, il y a eu bien des professeurs pour nous amener là où nous sommes en ce moment, et il y en aura bien d'autres. Et la thérapie, c'est pareil. Il y a des personnes qui viennent nous voir en métamédecine, mais ces personnes-là, elles ont été voir d'autres thérapeutes, des psychologues, ou des fois des psychiatres, ou parfois les personnes viennent avec nous et elles ont besoin d'être suivies par les psychologues, ou encore aidées avec un psychiatre. C'est collectif. Et c'est ça que nous devons découvrir. C'est que l'enseignement, le développement personnel, la spiritualité, la guérison, c'est collectif. Ce n'est pas une question d'une seule personne. Alors voilà comment je vois le développement de la métamédecine qui va collaborer autant avec la médecine et toutes les autres approches. Bien, dans l'espoir que ça s'accomplisse, finalement, il y a toutes les bases pour que ça arrive. En fait, c'est déjà en train d'arriver. Je vous remercie, Claudia Rainville, de votre patience, d'avoir été avec nous aussi longtemps, et je vous souhaite la meilleure des journées. Au revoir. Merci beaucoup, Daniela. Au revoir à tout le monde.